Salam à tous. Aujourd'hui, on est tous réunis ici pour un podcast qui va être vraiment très intéressant avec tous les sponsors du tournoi DSS. Alors, c'est quoi le tournoi DSS? C'est un tournoi caritatif qui existe déjà depuis plusieurs années, une fois par an. Plusieurs équipes des villages guinéens se rencontrent dans le but de permettre à une association de réaliser un projet. Et cette année, il y aura deux associations qui vont être mises en valeur. Ce sera IDC et Diaspora. Moi, je suis Salimou Sidibé, DSS Group, sponsor principal depuis déjà 3 années. Donc, j'ai plusieurs business à Dubaï, principalement, dans l'immobilier, la location de voitures et la formation. Maintenant, je vais donner la parole à tous les sponsors qu'ils ont ici, qu'ils ont généreusement contribué à l'organisation du tournoi cette année pour qu'eux aussi puissent se présenter. Baba. Salam alaikum à toutes et à tous, en espérant que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois au sein du tournoi DSS. Du coup, Girassi Baba, entrepreneur, j'ai plusieurs casquettes. Je suis le fondateur de Abenta, qui est une marque couture spécialisée dans les créations sur mesure et qui mixe l'élégance parisienne avec l'excellence de l'artisanat africain. Donc, je suis le tournoi depuis ses débuts. Je fais partie des sponsors historiques et je suis également à la tête du studio Ava, également à la tête de l'association partenaire cette année qui est Diaspora. Qui a d'ailleurs réalisé une prouesse énorme il y a quelques temps en arrière, une levée de fonds de plus d'1 million d'euros pour la rénovation de la mosquée de Touba. Vraiment, félicitations à vous encore pour Merci pour beaucoup. C'est vraiment grâce à l'effort de toute la communauté garanquée. Et cela montre en tout cas la force de notre union, que lorsque nous donnons la main, on est capable de réaliser de grandes choses. Merci. Merci à toi. Alors, salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi, c'est Di. Je suis créatrice de la maison H Bazin, qui est également une maison de couture sur mesure, mais également de prêt-à-porter africain, qui allie l'élégance de l'héritage africain et la modernité actuelle, celle à laquelle on peut faire face dans la vie de tous les jours. J'ai également une filiale dédiée aux chaussures et aux costumes qui peuvent accompagner les tenues que je crée. Je suis très très honorée d'avoir été invitée pour pouvoir contribuer à cet heureux événement, clairement, parce que c'est honorable de pouvoir participer à ça pour les associations, etc. Donc je suis vraiment très très contente et voilà, je vous remercie. Merci à toi. On passe à la suivante. Salam alaikum à tous. Donc moi c'est Tigidanké Touré. Je suis la fondatrice de Kena Intérieur, un studio de design intérieur à travers la France et la Guinée. J'accompagne donc les clients à travers la rénovation, la redécoration de leur appartement, de leur commerce, enfin que ce soit autant un projet résidentiel qu'un projet commercial. Donc voilà. Alors, bonjour, moi c'est Lamine Jakabi, je suis responsable communication de la parfumerie DKH. En quelques mots, nous, il faut savoir que ça va faire à peu près 1 an et demi, voire 2 ans qu'on s'est lancé dans ce business-là. Notre but premier, c'est vraiment de se faire connaître le plus possible pour ensuite essayer, pourquoi pas, Inch'Allah, si Dieu le veut, de nous lancer directement en Guinée. Actuellement, on travaille sur une ouverture d'un store qui va être équipé. Normalement, si tout se passe bien, Inch'Allah, il devrait s'ouvrir juste après la fin du tournoi qu'on va avoir, si je ne dis pas de bêtises, mi-juillet. Et donc voilà, donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Salam alaikum à tous. Moi, je suis là pour représenter Seni Girassi, qui a la société SGT IMEX, qui fait essentiellement dans l'import-export via la Chine. Et il a aussi une filiale Baraka Sport Co, qui est là pour tout ce qui est équipement sportif et qui d'ailleurs sponsorise 2 clubs en Guinée, une académie qui s'appelle l'Académie Talent Foot à Conakry et le club de Kakumba à Bokeh. Donc ça faisait sens pour Seni de participer au tournoi et de confectionner les maillots pour le tournoi et aussi les t-shirts pour les supporters. Merci beaucoup à toi. Merci à tous pour votre présentation. On voit qu'il y a un peu de tous les business qui sont mélangés. On a 2 business qui se ressemblent un peu ici, là. Et du coup, moi maintenant j'ai une question et je vais commencer par toi. Pourquoi avoir décidé, du coup, même si tu l'as un petit peu dit dans la présentation, mais pourquoi avoir décidé de sponsoriser le tournoi cette année? Qu'est-ce que tu penses de ce tournoi? C'est quoi ta vision? En fait, moi personnellement, ça fait depuis le début que je suis le tournoi.
Mais ça faisait vraiment sens cette année parce que l'activité a été lancée depuis 1 an. Et donc, pouvoir confectionner des maillots pour un tournoi guinéen en France, c'était important. Sachant que, comme je l'ai dit précédemment, j'avoue, j'ai un peu anticipé la question, mais je ne le savais pas. Ça faisait sens, vu qu'il y a une académie à Conakry qui est sponsorisée déjà et un club de foot. Donc, D'accord, vous fournissez des maillots pour... C'est ça, on fournit des maillots pour l'académie et pour l'académie et pour un club. C'est une académie dans quelle ville déjà? À Conakry, l'académie. À Conakry? À l'académie Talent Foot, ça s'appelle. Talent Foot? Ouais. C'est quoi? C'est une académie qui met en lumière des jeunes Guinéens Exactement, c'est pour qu'ils aider. percent dans le foot? C'est ça, pour aller aider Ils les vont jeunes à jouer se pour développer. quelle équipe là quand ils vont percer? Ah, pour Barcelone et le Real, on Pour espère. Touba? Ah, après ils vont percer. Ouais. Ah, Gendou, ok. ça, Ok. ouais. Moi je pensais que tu me parlais d'équipe internationale. Non. Bah, pour Bokeh principalement, on espère. Hein. Ah, Pour Bokeh principalement. Après, s'ils doivent aller ailleurs, ils iront ailleurs. donc mais ils viennent tous principalement de pour Bokeh. Pas tous, mais Vous êtes on en train de espère. former la future C'est ça, génération la future pour que génération. Bokeh gagne enfin le tournoi. Exactement. Ah. Après, je pense que cette année ils vont gagner. Je dis ça. Je veux pas trop lancer les hostilités, mais je pense que cette année, Rendez-vous on est le bien parti. 13. Rendez-vous le 13. Et du coup, les KH Parfums, Ouais, pourquoi merci. avoir sponsorisé le tournoi? Alors nous, l'idée elle est très simple, comme je le disais tout à l'heure, ça va faire 1 an et demi qu'on fait du parfum. On aimerait aujourd'hui se faire un peu plus connaître en France ou comme à l'étranger. Il faut savoir qu'on a aussi quelques, on va dire, partenaires qui sont côté Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., qui eux achètent déjà nos parfums et on s'est dit pourquoi pas aujourd'hui faire pareil en Guinée. C'est pour ça qu'avec notre responsable et d'autres associés qui sont déjà sur place, on s'est dit allez hop, on va lancer quelque chose sur place parce que c'est normal. En tant que Guinéen, enfant de Touba, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose qui va nous regrouper, d'où le nom de DKH, Jakabi. Donc c'est vraiment un business familial et on essaye pour le plus possible d'être implanté en Guinée. D'accord. Mais du coup, vous, votre clientèle, elle est plus basée en Guinée ou en France? Alors actuellement, nous, on est bien connu et bien implanté en France. Nous, ce qu'on aimerait faire également, c'est s'implanter directement en Afrique de l'Ouest pour également avoir soit des clients professionnels ou bien des particuliers, donc du B2B mais du B2C, et voilà quoi. Donc essayer vraiment d'arroser le plus possible tout ce qui va être Afrique de l'Ouest, et Inch'Allah, si on peut faire plus, on fera plus. Et tu trouves que justement ce tournoi, c'était une bonne opportunité pour vous, dans le développement dans lequel vous voulez aller? Complètement, en termes de communication, déjà, ça va faire plusieurs éditions que ce tournoi il existe. L'année dernière, Touba a gagné, alhamdoulilah. On espère recommencer cette année également. Donc voilà quoi, très très important pour nous donc, de se montrer, toujours dans la bienveillance. Et comme on l'a fait là aujourd'hui, être sponsor, l'un des sponsors de ce tournoi, je pense que c'est une bonne chose pour nous, pour être le plus connu possible. Excellent, merci. De rien. On va donner la parole à Tigui. Alors moi, pour ma part, déjà, si j'ai voulu sponsoriser ce tournoi, c'est déjà de sortir de ma zone de confort, me montrer qui je suis, ce que je fais. Et c'est vrai que ce tournoi, les causes qu'elle porte vraiment m'ont parlé. La reconstruction du coup de la mosquée de Touba, la construction d'un orphelinat aussi. Mais au-delà de ça, c'est... de sortir de ma zone de confort, montrer qui je suis, faire connaître mon activité. Et voilà, c'est principalement ça. Merci beaucoup. Merci. Alors pour ma part, très clairement, c'est une clientèle que je cible, que j'ai déjà commencé à cibler, mais que je cible. Et pour moi, être sponsor lors de ce tournoi, quand on m'a contacté, déjà j'étais très étonnée, honnêtement. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais pour moi, c'est une manière aussi de me faire connaître de plus en plus. Même si très honnêtement, je commence à arriver un petit peu. C'est une manière de me faire connaître de plus en plus, de marquer des esprits. Et au-delà que les causes soient nobles, donc pour la mosquée et pour l'orphelinat, ça permet de se créer un nom. Et ça permet d'arriver dans le milieu. Très honnêtement, j'ai déjà vu le tournoi depuis, ça fait 3-4 éditions. C'est la 5e, ça là. C'est la 5e, voilà. C'est la 5e édition qui se réalise. C'est la première à laquelle je participe. Et je suis très, très honorée. J'espère que ça se passera bien, très honnêtement. On l'espère aussi. On est content de t'avoir en tant que sponsor dans le tournoi. Merci beaucoup. La parole à Baba. Déjà 5 éditions quand même. Ouais. Tu étais le sponsor de la première. De la première édition. Concrètement, moi je dirais pourquoi continuer de sponsoriser ce tournoi, déjà pour garder en tout cas ce lien fraternel avec les organisateurs, parce que c'est avant tout des frères
qui se sont engagés dans une aventure. Ils se sont accrochés à cette vision-là. Et ce lien-là, je pense qu'il est assez important. Je pense que le premier tournoi, je vais pas mentir, mais en termes d'image, c'était assez incroyable. Au bout de 5 ans, on a fait pas mal de chemin. Je vais pas dire que je ne suis pas une marque visible aujourd'hui, mais au vu des réalisations que j'ai effectuées depuis 5 ans, je pense que je suis assez connu sur le marché. C'est vraiment continuer en tout cas de garder ce lien-là et toujours, on va dire, montrer qu'on est là en tant qu'acteur, en tout cas principal sur le marché de la couture et également des vêtements haut de gamme tradis modernes. Très bien, merci beaucoup. Je vais te laisser continuer parce que j'ai une question pour toi justement. Parce que tu parles de business, puis là on voit que vous avez quand même un business qui se ressemble. Totalement. Est-ce que tu penses que justement dans la communauté, la solidarité et le business, ça peut aller ensemble? Par exemple, vous deux, vous êtes là, vous avez un business vous êtes un peu sur le même marché, on va dire. Est-ce qu'il y a des synergies, des collaborations qui peuvent se créer ou vous êtes plutôt en mode on est des concurrents? Alors, la concurrence, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mauvais. La concurrence, c'est ce qui permet de se tirer vers le haut mutuellement. Quand on regarde, par exemple, dans le football, que ce soit Ronaldo et Messi, ils ne seraient jamais devenus aussi bons si justement il n'y avait pas cette concurrence-là. Après, c'est la manière de l'aborder. De toute manière, c'est très simple. Sur le marché, dans le business, c'est vivre ou mourir. C'est-à-dire que soit tu vis, soit tu meurs. Et très concrètement, pour vivre, soit on collabore, soit on s'affronte sur le marché. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça marche le business. Je vais l'apprendre à personne. Et après, tant que c'est dans un cadre sain, ça n'empêche pas. Le marché, il est énorme. Ça veut dire on n'a pas les mêmes cibles, on n'a pas les mêmes, on va dire, on n'a pas les mêmes attentes. Peut-être que nos visions peuvent être différentes. C'est comme Pepsi et Coca-Cola. Ils ont une différente manière d'aborder leurs clients. Ils ont une différente manière de présenter leurs produits. Et ainsi, les clients, ils vont s'intéresser typiquement à dans quelle marque ils se reconnaissent le plus. Typiquement, c'est comme ça que ça marche dans le business. Et ça n'empêche pas plusieurs marques qui sont dans un même marché de cohabiter. Tout au contraire, ça leur permet soit de s'améliorer mutuellement, soit l'une mange l'autre, tout simplement. En fait, dans ce que tu essayes de dire, c'est que la concurrence, tant qu'elle est saine, elle est bénéfique à tout le monde. Exactement, Voilà. Elle est bénéfique à tout le monde. Il faut même de toute façon, c'est pas bien le monopole en vrai. Hein, parce que quand tu es seul dans un truc, tu es le seul à manger, tu vois, je sais pas, c'est... Bah, t'as tendance à t'ennuyer un peu. Ouais. T'as tendance à t'ennuyer un peu, mais personne va cracher sur un monopole. On va pas se le cacher. Mais on est tous gourmands. Quand on fait du business, on n'est pas là pour faire de la solidarité DSS. Non, mais quand tu veux le monopole, tu peux le créer. Parce que moi, en fait, le sens de la question, c'était ça. Tu as dit quelque chose de très fort. Faut vivre ou mourir. Exactement. C'est-à-dire que quand tu as des gens en face de toi, si tu veux survivre, peut-être qu'il faut les tuer. Il faut tuer les concurrents. Totalement. Mais peut-être aussi que on peut partager. Totalement. Tu vois, il y a plusieurs façons de voir les choses. Bah, moi, je vais t'expliquer. C'est une phrase qui est connue. Tu vois, au bas de l'échelle, on s'affronte et au sommet, on collabore. Moi, je collabore avec pas mal de personnes qui sont sur le même marché que moi. C'est-à-dire que des fois, il peut m'arriver d'avoir tellement de demandes, bah tiens, je te revile ça ou quoi que ce soit. Ou sinon, j'ai pas vraiment le temps de faire la chose. Ou peut-être que je suis pas vraiment à l'aise pour faire la chose, parce qu'il faut savoir, moi, je suis vraiment spécialisé sur la partie homme, sur la partie couture homme haut de gamme et sur les mariages. Ça veut dire que des fois, sur la femme, il peut y avoir certains modèles où bah, ça va me prendre, je vais faire le calcul coût-avantage, ça va me prendre plus de temps pour gagner temps. Du coup, autant refiler la chose à quelqu'un d'autre pour que moi, je me focus sur autre chose. Ça veut dire que c'est vraiment de l'intelligence collective. Et c'est là où... typiquement, en Occident, les gens nous ont dépassés, parce que tu peux avoir des personnes sur un même marché qui font des accords. Que ce soit dans le domaine de l'automobile, il y en a, ils ont le même moteur,
mais pourtant, c'est des marques concurrentes. Donc, c'est vraiment une... et c'est intéressant, en tout cas, que tu abordes cette question-là, c'est qu'il y a tout un tas de mentalités à changer au sein de notre communauté. C'est pas parce qu'on est concurrent qu'on peut pas collaborer ensemble. Mieux vaut partager 10% de 10 millions qu'avoir 100% de 10 000 euros. C'est aussi simple que ça. C'est ça. On peut créer ensemble. On va donner la parole à... Adi. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a très très bien résumé la situation. Moi, j'applique une logique. À partir du moment où on sait que le risque vient d'Allah, tu crains rien ni personne. C'est la méthodologie que j'applique à moi-même. Et ça m'arrive aussi, alors que ça fait à peine qu'un an que je suis dans le marché, d'également refiler des tenues à X ou Y ou à tel consoeur ou à tel confrère. Je suis aussi spécialisée dans les tenues hommes. Je ne suis pas très très axée dans les tenues femmes. Je les trie quand je les prends pour mille et une raisons. Mais vraiment, vraiment, quand on sait que c'est Allah qui a l'abondance et qui la distribue, tu crains personne. Voilà. Quand les épreuves elles viennent, tu les prends. Tu prends sur toi, voilà, etc. Mais très clairement et très honnêtement, moi, pour ma part, en tout cas, je n'ai peur de personne, et même des plus grandes marques, très honnêtement. Et ça ne me dérangerait pas un jour pour collaborer pour X ou Y raison, parce que j'aime la concurrence saine. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais d'avoir des concurrents. Et comme il a dit, ou comme tu as dit d'ailleurs, le fait d'avoir des concurrents, ça te donne envie d'encore plus te démener, d'encore plus puiser au fond de toi, de faire meilleur, de donner le meilleur de toi-même pour sortir des pièces uniques, etc. Tu vois, donc voilà, la concurrence, c'est pas quelque chose de mauvais. Vraiment, c'est pas quelque chose de mauvais. Ça dépend de comment tu le prends et de comment tu traites la chose. Mais ouais, faut que les mentalités elles changent par rapport à ça. C'est pas mauvais, la concurrence, c'est bien. Ça met un peu de peps. En fait, c'est ce que je pense en tout cas. Ouais, je trouve sûr. que ça met un peu de peps. Et voilà. Du coup. Alors, ça veut dire qu'à la fin, conclusion, vous allez collaborer ou vous allez vous affronter? On verra. Hein? Est-ce que le tournoi DSS va faire naître une nouvelle synergie entre des frères et sœurs de la communauté qui partagent le même business? Bah, très clairement, Benta, moi j'en avais déjà entendu parler. Franchement, il fait de super belles pièces et tout, etc. On est déjà en train de s'affronter quelque part parce que je pense qu'on a la même clientèle. Sur notre clientèle, on va dire, on a peut-être 20% des mêmes clients, clairement. Donc, je pense qu'on s'affronte déjà. Je pense que c'est très très sain, parce qu'il m'a l'air d'être quelqu'un de très réfléchi et de quelqu'un de très bien. Et pour une collaboration, on verra dans le futur, c'est le temps qui nous le dira, mais l'affrontement, il est déjà présent et il continuera très clairement. En tout cas, j'espère que cette concurrence ou la synergie, elle continuera à être saine et qu'elle vous tirera tous les deux vers le haut et que vos business vont se fructifier. Vous voulez buzzer sur nous, là? Hein? Ah non, pas du tout, vous êtes mis à côté. Non, mais de toute façon, quand on est arrivé, ils ont dit on va mettre un peu de fitna. Ah oui, c'est ce qui se passe. Ah ben oui, vous êtes mis à côté, vous faites le même business. Voilà, nous on est pour l'union en tout cas. Non, on veut que ça marche pour tout le monde. Et on espère en tout cas que ça continuera à fonctionner comme ça pour vous. Elle a dit qu'elle m'affrontait déjà. Du Hein? moment qu'il Directement, c'est déjà ce qui T'as dit, faut vivre ou mourir. Elle veut survivre la sœur. Tu me tuerais, donc il faut bien que je me défende quelque part. Ah ouais. Non, mais très clairement, c'est un affrontement ça qui continuera. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Ça m'a l'air d'être quelqu'un de très réfléchi. La fitna que vous voulez créer, là, ça ne va pas marcher. Non, voilà, c'est ça que vous n'avez pas compris. Nous, on est dans l'union. On n'est pas dans la fitna. Le message qu'on veut faire passer, c'est que on est tous des frères et vous pouvez acheter vos bazins chez Abenta ou chez H Bazin. Non, voilà. merci beaucoup, Vous proposez des modèles différents. Moi, j'ai déjà pris chez toi. La prochaine fois, je prendrai chez toi. Avec plaisir. Comme ça, on donne de la force à tout le monde et on veut que tout le monde réussisse. Il n'y a pas de souci. C'est ça l'objectif. Ce sera avec plaisir. Merci à vous. On va donner la parole aux autres. Alors, par rapport à le business, la solidarité, c'est quoi ta vision là-dessus? Alors, ma vision là-dessus, personnellement, si je parle des miens, cette solidarité-là, moi, personnellement, je ne la vois pas. Je la vois plus par rapport aux inconnus, aux personnes qui me connaissent autres, en dehors de Tigdenke Touré. Mais dans mon entourage, aucune solidarité. En soi, j'en demande pas plus. Mais principalement, enfin non, j'en vois pas. Parce que toi, tu es sur un créneau en fait de décoration d'intérieur. C'est bien ça. Ça veut dire que c'est un créneau quand même où c'est un marché qui est particulier. Il y a une demande particulière là-dessus. Aussi. Moi, je connais un petit peu parce que je suis dans l'immobilier. Donc, je sais que
pas tout le monde a besoin de ce service-là et même pas tout le monde ne connaît ce service-là. C'est vrai. C'est pas un service qui est connu. Aujourd'hui, c'est nouveau. Voilà, on a des architectes d'intérieur qui arrivent à designer des choses vraiment très, 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 très jolies pour les rénovations ou pour les nouvelles constructions. Mais c'est pas tout le monde qui fait appel à des architectes d'intérieur. Et c'est pour ça peut-être que aujourd'hui, ton marché, au sein peut-être de la communauté, il n'est pas super développé. Ouais. Mais Raison pour laquelle je me focus pas sur les gens de la communauté, quoi. Mais peut-être qu'il y a un besoin qu'on ignore aussi. C'est vrai. C'est pour ça que c'est intéressant cette année, peut-être que tu fasses partie des sponsors du tournoi, que des personnes de la communauté apprennent à te connaître, apprennent à découvrir ton business et pourquoi pas feront appel à toi parce qu'on sait qu'on a des grands constructeurs au pays. On a des gens, ils sont là, ils construisent des choses au pays et on est en 2025, les standards, ils ont changé. Ouais. Parce que nos parents ont construit avant, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, on a d'autres standards, on a d'autres choses qui fonctionnent. Et peut-être que c'est là où les personnes comme toi, elles peuvent intervenir pour justement faire évoluer les choses, les constructions, les idées au sein de la communauté. Totalement. Et c'est là où la solidarité, elle est là. Parce que si on a une sœur qui est dans ce domaine-là et qu'on a des frères ou des sœurs qui sont dans la construction, la rénovation, que ce soit ici ou au pays, ils peuvent faire appel à quelqu'un comme toi. Exactement. Et c'est dans ce sens-là où je pense que la solidarité, elle paye. Aussi, c'est vrai. Voilà. Quelque chose à... Non, je n'ai rien à rajouter. On va donner la parole à... Merci. De notre côté, si je reprends la question que tu as posée à nos deux amis du vêtement, nous, on n'a pas forcément de concurrence qui est connue en termes de parfumerie si on veut s'implanter directement en Guinée. Au contraire, je pense que nous, notre point de vue, c'est premièrement se faire connaître, vendre à qui veut acheter et également, pourquoi pas, récupérer de la main-d'œuvre sur place. Quand je parle de main-d'œuvre, c'est peut-être de futures personnes qui veulent aussi également rentrer dans ce business-là. Comme je vous l'ai dit au tout début, on est capable de vendre aux particuliers comme aux professionnels. Donc si des gens veulent se professionnaliser, on sera là pour les accompagner. Si des gens, veulent seulement avoir du parfum parce qu'ils aiment le parfum, on sera là également. En termes d'entraide, nous, notre nom, il parle pour lui-même, DKH, pour Jakabi. Nous, notre idée, c'est vraiment d'être une famille, parce qu'on a commencé en famille. On peut bien sûr s'ouvrir à d'autres personnes, mais toujours dans cet esprit familial. Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, malheureusement, dans certains business, business et famille, ça ne rime pas ensemble. Nous, on veut prouver le contraire. On a une tête pensante ici qui a eu cette idée-là, qui a essayé et qui essaie actuellement de nous regrouper tous les membres de la famille qui sont capables d'apporter quelque chose. Et même les gens qui ne sont pas capables d'apporter quelque chose, qu'on leur demande, nous, c'est de partager, d'en parler autour d'eux, parce que je pense que c'est une bonne pub de parler du produit autour des personnes qu'on connaît. Également, en parlant de pub, je vais vous montrer ce qu'on a nous, rapidement. On a ce genre de parfum-là qui peut être soit vendu en particulier ou bien en gros. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que nous, on essaie de faire des parfums de dupe, donc des parfums qui sont connus par tous. Pas forcément à un prix qui va, entre guillemets, choquer les personnes. Au contraire, on veut être abordable, on veut vraiment montrer que la parfumerie, le parfum, c'est accessible à tous, surtout en Guinée. Parce que, comme je dis au tout début, on n'est pas sûr, même je pense qu'on n'a pas forcément de parfumerie qui est sur place, une parfumerie de qualité. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'inculquer une nouvelle chose. Inculquer, c'est un grand mot, mais de montrer que le parfum également peut exister en Afrique. Parce que ce n'est pas un truc que d'occidentaux. On peut également, nous, Africains, s'y mettre, en vendre. Et voilà, partager ces valeurs-là. Et ma question, en fait, c'est dans vos parfums, là, parce que tu as sorti un de tes parfums, j'ai eu des bons échos sur tes parfums, ils sont très très bons. Est-ce qu'il y a des choses, vraiment des odeurs ou des épices ou des trucs dans la fabrication de vos parfums qui sont propres à l'Afrique de l'Ouest? Parce que c'est là-bas que vous ciblez, en fait. Vous ciblez principalement l'Afrique de l'Ouest plus que l'Europe, l'Occident ou quoi. Donc, est-ce qu'il y a une touche spéciale vraiment liée à l'Afrique? Ouais, alors malheureusement, j'ai pas tout là. J'ai quelques exemples. Donc, un truc tout bête. Je pense que tout le monde connaît le Turaï. Ouais. Donc, nous aussi, de notre côté, je ne veux pas dire que c'est parfum au Turaï, mais on essaie d'avoir cette senteur qui nous rappelle notre enfance, nos mères, les salons de nos darons. Parce que je pense que quand on rentre chez quelqu'un d'Afrique de l'Ouest, on a différents types d'odeurs. Après, je ne parle pas d'odeurs de la cuisine, bien sûr. Je parle vraiment des odeurs d'intérieur. Donc, nos parents, ils ont souvent l'habitude, surtout nos mères, de parfumer un peu le salon. Donc, nous essayons vraiment également d'avoir ce genre de parfum qu'on peut porter sur soi pour nous rappeler notre enfance ou encore nos parents. Super, merci beaucoup. Pas de souci. On va passer
Pour la concurrence, la question en vrai, je pense qu'elle est super pertinente, surtout parce qu'il y avait H Bazin et Abenta. Après, dans le textile, et plus particulièrement la création de ce qui est maillot de foot, etc., et même t-shirt, c'est la concurrence, elle est super rude. Parce que c'est pas un domaine vraiment spécialisé. En fait, on peut tout faire. Je peux faire des maillots, des répliques de vrais maillots qui existent, comme inventer des maillots comme ça va se faire là pour le tournoi. Et il y a une concurrence énorme à ce niveau-là. Mais je pense que la communauté, en ça, c'est un premier soutien. Parce que tout le monde va partager, tout le monde va relayer. Et le fait d'être présent, par exemple, dans un tournoi comme ça, et que les gens y voient qu'on peut faire ce genre de maillot, ça va leur donner des idées. Ils vont vouloir créer eux aussi. Et donc, ça peut pousser la marque. Moi, je pense que la concurrence, c'est bien. Mais je pense que le soutien de la communauté, c'est ce qui est le plus important. Parce que c'est eux qui te poussent. Et après, tu peux te faire connaître par d'autres personnes. Pour la décoration intérieure, c'est carrément différent. Mais je pense que pour le textile, c'est par là qu'on peut commencer. Et je pense que Baba, il peut confirmer qu'au début, c'est la communauté qui l'a vraiment poussé, le soutien de la famille, des amis. Après, je ne sais pas si c'est exactement le cas, mais c'est ce que je pense en tout cas. Mais je ne sais pas si tu peux confirmer ou infirmer, si c'est un peu des deux toujours. Mais toi, par exemple, lui, il est sur un créneau quand même qui est propre à Ouais, de la niche, des bazins, c'est quand même une niche spéciale. Carrément. Toi, tu es sur les maillots. Les maillots, c'est vraiment mainstream. C'est tout le monde qui porte des maillots. C'est pas que les Africains. Mais au niveau de la communication, il faut savoir où se placer. Parce que même si c'est tout le monde, on ne peut pas aller vers tout le monde dès le début. Tu es obligé de cibler des gens dès le début pour pouvoir grossir. Et ensuite, tu pourras cibler tout le monde. Mais si on se jette à la mer en ciblant tout le monde, n'importe qui, ça ne va jamais marcher. En fait, il faut vraiment avoir sa cible, son cœur de cible dès le début, et ensuite, on pourra se développer un peu plus. C'est une très bonne vision, merci à toi. J'ai une autre question d'ailleurs, pour continuer là-dessus. Dans ton parcours entrepreneurial par rapport à ce projet que tu as lancé, ça a été quoi les plus gros défis que tu as rencontrés jusqu'à maintenant? Pas moi personnellement, mais le fondateur, il a dû aller en Chine pour rencontrer directement les usines. Et je sais que ça a été un peu laborieux parce que quand tu arrives dans un pays que tu connais pas, tu parles pas la langue, et en plus la langue elle est complètement différente de ce que tu connais ici en Europe ou en Afrique, il faut essayer de rencontrer les bonnes personnes, il faut essayer d'aller voir les bonnes villes pour pouvoir trouver les bonnes usines et au bon prix aussi. Parce que en fait, l'avantage de pouvoir aller en Chine, c'est de pouvoir tester la qualité des produits, de pouvoir se faire des bons contacts, mais l'inconvénient c'est que tu sais pas en fait dans quoi tu t'embarques. En fait, je sais que ça a été périlleux au début, mais qu'au final, ça s'est bien passé parce qu'aujourd'hui, la marque, elle est lancée depuis 1 an et que ça se passe bien et qu'il y a des commandes souvent et que le partenaire en Chine, il est sérieux et très régulier et que les commandes, elles n'arrivent pas 6 mois après comme on peut le voir dans certains business. Là, vraiment, quand on fait une commande, en 2 semaines, on peut l'avoir, peu importe la quantité. Et c'est mieux si c'est une grosse quantité, bien sûr. Ça, c'est pour les coûts, surtout. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué parce que si on se basait que sur la France et de devoir démarcher quelqu'un via WhatsApp, etc. On sait comment ça se passe, c'est toujours compliqué. Les produits, le temps qu'ils arrivent, ensuite de les tester, de voir si la qualité elle est bonne ou de devoir les renvoyer et de trouver autre chose, c'est mieux d'aller en Chine directement, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire plusieurs villes, tester plusieurs fournisseurs, etc. Mais parce que cette idée d'entreprendre justement dans ce business-là, quand elle a émergé, quand elle est née, donc forcément derrière il y a eu des défis, un parcours, etc. Ça vient d'où? Est-ce que tu as été accompagné? En fait, l'idée, elle vient du fait que l'import-export, c'est quelque chose qui, je pense, marchera toujours. Et à la base, l'idée, c'était pas forcément les maillots spécifiquement. L'idée, c'était plutôt les appareils électroniques. Et ça s'est décliné parce qu'on a vu qu'il y avait de la demande et qu'il y a énormément de gens qui, aujourd'hui, achètent des maillots, que ce soit des répliques ou veulent créer leur marque. Et quelqu'un qui veut créer sa marque, qui ne connaît pas forcément une usine et qui ne sait pas où aller, il peut passer par nous. Mais cette demande, elle était vraiment au niveau de la communauté. C'est-à-dire que cette demande, elle n'est pas forcément qu'au niveau de la communauté, mais dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui entreprennent et il y a beaucoup de gens qui veulent lancer des marques, mais sans savoir s'y prendre. Et par exemple, j'ai déjà parlé avec quelqu'un dans la communauté qui lance sa marque. Et en fait, il me disait, je ne sais pas si je dois aller au Portugal, si je dois aller au Maroc, si je dois aller en Chine, etc. Nous, on regroupe tout ça parce que nous, on a déjà fait le boulot, on est déjà allé en Chine. Ça veut dire que si on passe par nous, on a le contact direct avec le fournisseur. En vrai, il n'y a pas besoin d'aller visiter des usines soi-même pour savoir quel textile prendre et pour développer sa marque. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de pouvoir accompagner des frères et sœurs qui veulent se lancer aussi dans la création d'une marque et qu'ils ont besoin de fournisseurs et de logistique avec la Chine. Exactement. C'est magnifique. Je peux intervenir sur un point sur le soutien de la communauté? Bien sûr.
Pour reprendre ta question par rapport au soutien de la communauté, je trouve qu'on est trop arrêté sur le fait que un tel, il m'a pas donné de la force ou autre ou quoi que ce soit. Lorsqu'on lance un business, et je parle en termes de vécu parce que, comme vous l'avez dit, c'est un produit qui touchait essentiellement, en tout cas qui avait pour cible première la communauté et les gens autour de moi. Focalisez-vous sur le produit. Parce que, quoi qu'il arrive, un produit qui est nul, il sera toujours nul. Même si tu fais toute la com qu'il y a derrière, si c'est nul, c'est nul. C'est-à-dire, au début, ta communauté va te pousser, mais quand les gens vont consommer le produit, ils vont savoir que c'est nul, ton produit ou ton service. Alors que si on se focalise sur la qualité, c'est là où on pourra avoir des bénéfices à long terme. Moi, je me souviens, lorsque je suis entré dans le marché de la couture, je dis pas que je faisais les meilleurs produits, je dis pas que je faisais les meilleurs designs, mais je sais qu'il y avait une chose dont j'étais sûr, c'était la qualité de mon produit. C'est-à-dire le tissu, comment la qualité du tissu, comment il était lourd, son toucher, son tombé. Je faisais attention à tous ces détails-là. Les finitions, que ce soit les boutons, prendre tel type de bouton, les manches, je veux qu'elles soient faites comme ça, comme une chemise, faire des cols Mao, vraiment intégrer tous ces éléments-là. Et au final, le client, il s'en rend pas forcément compte au début lorsqu'il consomme ton produit. Mais c'est au fur et à mesure, au final, ton client, il devient ton ambassadeur parce qu'il se rend compte que lorsqu'il va consommer ailleurs, il dit, mais au final, attends, lui, son pantalon, il est coupé comme ça, les manches, elles sont coupées comme ça, et c'est là qu'on arrive à faire la différence. Donc, par rapport au soutien de la communauté, si je peux donner un conseil, et je pense que je suis en mesure de le donner en toute humilité, après quelques années, en tout cas sur le marché, concentrons-nous sur la qualité et l'excellence du service. C'est-à-dire que le client est roi, ça c'est une devise, ça ne change pas. Après, c'est vrai qu'on peut avoir affaire à tout type de client, et lorsque le respect n'est pas là, autant quitter la table. Mais le client est roi, quoi qu'il arrive. Et ça, je le dis, parce que ce soit Maître Gims, Dadju, Franglish ou toi, Kara, qui viennent chez moi, quoi qu'il arrive, le client est roi. Ça veut dire que je dois respecter tout ce qu'il m'a dit. Je dois être en mesure qu'il soit content lorsqu'il repart chez moi. Parce qu'un client qui est content, il va m'en ramener 10, il va m'en ramener 20, il va m'en ramener 30. Donc vraiment, restons concentrés sur la qualité et l'excellence du service qu'on prodigue plutôt que se focaliser sur « j'ai besoin que ma communauté me donne de la force ». Ta communauté te donnera de la force ou pas lorsque ton produit sera bon. Et ça se trouve, ce sera même d'autres personnes qui ne sont pas en dehors de ta communauté qui te donneront de la force. C'est très bien ce que tu dis, c'est très pertinent de se concentrer vraiment sur la qualité du produit, du service qu'on propose, parce que de toute façon, c'est ça qui va nous faire perdurer dans le temps, c'est ça qui va nous faire avoir plus de notoriété, une meilleure réputation. Mais nous, on en est au point de départ. Disons que là, tu as une idée, tu as un produit, un service de qualité. Ça, c'est fait. C'est quelque chose de toute façon de primordial si tu veux durer dans le business. Maintenant, tu as besoin d'évoluer. Et tu t'adresses en premier à ton entourage. Dans le business, ce qui est le plus important et ce qui fait évoluer, c'est le réseau. Le réseau et aujourd'hui les réseaux sociaux. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Et tu as une idée et tu as un réseau. Ton idée, elle a plus de chances d'aboutir que si tu as l'argent, mais tu n'as pas le réseau. Tu as un produit de qualité, mais tu n'as pas le réseau pour diffuser ton produit. C'est important d'être dans une communauté, d'avoir un entourage qui te permet justement, quand tu veux développer un business, tu veux développer quelque chose, de t'aider, t'accompagner, d'être tes premiers clients en fait, clairement. D'être tes premiers clients, d'être tes premiers ambassadeurs, d'être les premières personnes qui justement sont le fer de lance, le vecteur de l'évolution de ton produit. C'est dans ce sens-là en fait. Parce que le problème, c'est que tu as des gens, ils ont du mal à décoller à cause de ça. Ils n'ont pas le réseau. Ou sinon, tu as des gens carrément, on sait que ça existe, on ne va pas faire les hypocrites. Tu as des gens, c'est ton entourage, mais ils ne veulent pas que tu réussisses. Ça veut dire qu'en gros, tu fais un truc, c'est de la qualité, c'est bien, mais juste parce que c'est toi, ils ne vont pas l'acheter. Ou juste parce que c'est toi, ils vont l'acheter, mais ils vont dire « fais-moi un prix ». C'est la famille. Alors que tu as des communautés dans lesquelles, quand il y a quelqu'un qui lance un business, toute la communauté elle se réunit pour lui donner l'argent pour qu'il lance son business. Et ensuite de ça, quand son business il est lancé, toute la communauté vient dans son business et paye encore plus cher pour que son business puisse évoluer. C'est cette solidarité-là, moi, dont je parle. Cette solidarité de donner de la force réelle à un frère, une sœur, à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui a une idée réelle, solide et de qualité,
pour qu'ils puissent avancer et au passage, faire avancer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est elle, après, c'est lui, après, c'est lui, après, c'est lui. Mais si il y a de l'union, il y a de la solidarité, ça sera beaucoup plus facile d'avancer. C'est que ça génère beaucoup de frustration au sein de la communauté que, ouais, on m'a pas donné de la force. Mais si on t'a pas donné de la force, trouve un autre moyen pour rebondir, parce que l'entrepreneur, c'est la résilience. Je suis tout à fait d'accord avec toi que ça fait toujours du bien quand tu as des personnes que tu connais qui viennent acheter chez toi ou te soutenir. Mais moi, je préfère qu'on me soutienne parce que le produit il est bon que parce que je vais aller chez Baba parce que c'est mon frère. Mais ça fait toujours plaisir que quelqu'un vienne chez toi parce que c'est la famille. Mais comme tu le vois, aujourd'hui, tu as énormément de business qui décollent grâce au soutien de leur communauté, mais ils ne durent pas. Ils ne durent pas. Parce que le produit, il n'est pas bon, ou parce que les choses, elles ne sont pas forcément bien mises bout à bout. Mais ça en fait, pour moi, c'est vrai. Peu importe, ton produit ou ton service, il est mauvais, il est mauvais. Ça, on ne peut rien y faire. On peut te donner toute la force du monde, ça ne marchera pas. Moi, je te parle vraiment d'une mentalité, d'un état d'esprit. Ouais, la mentalité, ça, par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est de ça, moi, que je parle. C'est de la mentalité du fait de se soutenir, de se donner de la force. Et je pense que la plupart des gens qui sont là, que ce soit moi ou d'autres personnes, bien évidemment que quand on lance un business, on ne lance pas un business en se disant « grâce à ma communauté, mon business va évoluer ». Mais on se dit peut-être qu'avec l'appui de ma communauté, l'appui de mes amis, de ma famille, de mon entourage, etc., mon business peut évoluer. C'est dans ce sens-là. Personne ne doit lancer un business en se disant, à moins que tu cibles vraiment ta communauté, se dire je vais lancer un business parce que ma communauté va me soutenir dans ce business-là. Mais je vais lancer un business et ma communauté va m'aider à évoluer dans mon business. Totalement. C'est cette vision-là en fait je te rejoins totalement là-dessus, par rapport à la mentalité, c'est vrai. C'est la mentalité surtout. Mais après, bien évidemment que tu dois exceller dans tout ce que tu fais. Tu te lances dans quelque chose, ça doit être l'excellence. Faut pas la médiocrité, ça marche pas. Ça marche au début et après, ça s'écroule, ça fait pas long feu. Il faut avoir des visions long terme. Une vision long terme, si tu veux durer dans le temps, tu dois viser l'excellence. Tu dois viser vraiment toujours chercher à t'améliorer, toujours chercher à apprendre, toujours chercher à évoluer, toujours chercher à suivre la tendance. Surtout pour vous qui êtes dans la mode. La mode, elle change tout le temps. C'est-à-dire vous devez vous adapter au temps. Ce qui marchait avant, c'est pas ce qui va marcher peut-être demain. Peut-être que ça reviendra à la mode ou je sais pas. Mais en tout cas, vous devez vous adapter. Donc pour ça, tu dois être dans l'amélioration continue, constante. Mais quand tu lances ton produit sur le marché, pour que ça puisse fonctionner, aujourd'hui, nous, si on est tous réunis, c'est parce qu'on fait tous partie de la même communauté pour une cause commune qui est le tournoi DSS, pour donner de la force à des associations qui ont des projets. C'est pour ça qu'on est là. Mais ça ne doit pas être là que pendant le tournoi. Ça doit être là tout le temps. Tout le temps, toute l'année. Ah, il y a un frère, il a lancé un business. Allez, venez, on lui donne de la force, on partage, on achète chez lui, etc. etc. Tu vois, moi, personnellement, c'est ça ma vision. Et je pense que il y a des communautés qu'on peut prendre pour exemple, qui fonctionnent comme ça en fait, et qui aujourd'hui font partie des élites dans le monde, parce qu'ils sont soudés et ils se donnent de la force. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rester communautaire, il faut rester que entre nous, il ne faut pas se mélanger, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, nos clients, c'est tout le monde. Ce qu'on propose, c'est tout le monde. Mais il faut se donner de la force quand même mutuellement, c'est important. C'est plutôt pas mal comme mot de la fin. J'ai une question. On va un peu faire un dernier tour. Par rapport à ton parcours, justement entrepreneurial, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, dans ce business-là, et quels ont été tes défis, brièvement? Moi, je me suis lancé parce qu'à la base, ma mère, elle vendait du bazin depuis que je suis tout petit. Et du coup, quand je suis revenu du Canada et que j'ai pris mon premier emploi, je faisais de la communication. J'avais ces bases en communication. J'aimais tout simplement le vêtement et je me suis dit pourquoi pas créer une marque. Après, si je dois, mon défi principal, je pense que c'est le fait de se réinventer, de devoir se réinventer à chaque fois. Parce que comme tu l'as dit, on est sur un marché où finalement, tu as pratiquement tout le monde qui fait la même chose et le défi principal, c'est de se différencier. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont me reconnaître moi plutôt que les autres et qui vont consommer chez moi plutôt que les autres. Et comme je te l'ai dit, moi, je me suis focus sur vraiment déjà la qualité du produit. Ensuite, je me suis concentré sur le design.
C'est-à-dire que dans un premier temps, que les gens me reconnaissent pour la qualité, le fait que c'est des bons produits, ils sont de très bonne qualité, ils se portent bien. Et après, là, je me suis concentré sur le design, où là, on est allé jusqu'à faire typiquement, tu vois, du vrai costume haut de gamme produit en France, mais avec des inspirations africaines. Et c'est d'ailleurs ce que Frank Lich, il a porté à son mariage avec ses frères. Et ça, je pense que c'est un de mes plus grands accomplissements, en tout cas. Félicitations à toi, en tout cas, pour ton parcours. Merci. On va passer la parole à... Merci. Alors, du coup, moi, comment est-ce que je me suis lancée? J'ai toujours eu l'habitude de confectionner des tenues pour les personnes de ma famille. Enfin, en fait, je faisais le lien, si vous voulez. Et un jour, comme ça, mon beau-frère, il avait besoin d'une tenue en urgence, genre en 6 jours, je crois. Et du coup, il a fait appel à moi. Encore une fois, hein, j'étais pas lancée, rien du tout. Et du coup, il a eu sa tenue. Et quand il allait à un mariage, c'était l'année dernière, je crois, en novembre dernier, il y a 1 an et demi, sa tenue, elle a fait ravage. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé, mais où est-ce que tu as pris? Où est-ce que tu l'as pris? Où est-ce que tu l'as pris? Et du coup, ça a été lui, mon coup de boost. Il m'a dit, mais tu devrais te lancer. Et puis je lui ai dit, mais, ah ouais, tu penses? Il m'a dit, mais franchement, go. Et c'est vrai que ça s'est fait en fait tout bêtement comme ça. Et je suis contente qu'il m'ait poussé à le faire parce que du coup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup, beaucoup ce que je fais. Je suis très perfectionniste, peut-être même un peu trop dur envers moi-même des fois. Mais moi, le plus gros défi que je rencontre actuellement, c'est que je ne suis pas encore localisée en France. Je suis basée en Afrique de l'Ouest et la France est très réglementée. Ça veut dire que je peux être dans les temps, puis la douane il décide de garder mon colis 5, 6, 7 jours pour X ou Y raison, alors que je suis réglementée, j'ai tous les documents, j'ai tout. Et en fait, dans le sur-mesure à distance, moi, c'est vraiment ce problème-là que je rencontre aujourd'hui. En fait, c'est cette distance-là qui, entre guillemets, va me porter défaut. Mais ce qui m'aide aussi, c'est que je suis organisée, que j'arrive toujours à me retourner. Donc voilà, les pièces sont délivrées à temps, il n'y a pas de problème, etc. Donc ça va. Mais, et dans le sur-mesure à distance aussi, la problématique qui va venir se poser, c'est la question des mesures. Moi, j'ai un tutoriel, j'ai une liste bien spécifique, etc. Mais le client, des fois, il va prendre ses mesures. La tenue, elle va arriver, elle va être un petit peu sautée, etc. Et puis, ils vont te remettre la faute dessus. Mais toi, tu te rends compte finalement que c'était pas toi, tu vois. Et moi, pour remédier à ce souci-là, c'est que toutes les commandes, je les remesure. Voilà. Je prends les mesures qui m'ont été données et je les remesure. Et ça me permet après, du coup, moi, de m'assurer que, du coup, moi, mon atelier, ils ont fait les choses correctement. Et que, entre guillemets, que c'est pas notre faute. Après, je laisse jamais mon client dans la nature comme ça. J'essaie toujours de trouver des solutions parce que c'est quelque chose que j'aime pas. Mais voilà. Et comment est-ce que j'ai réussi, entre guillemets, à me démarquer? C'est vraiment qu'en 1 an et demi, c'est vraiment la qualité des tissus que j'utilise et vraiment l'originalité que j'apporte aussi. Vraiment, j'essaie de créer des pièces pas encore vues ou déjà vues, mais avec ma petite touche, etc. Mon frère, j'avais fait un costard à mon frère au défilé. C'est mon frère qui a présenté, qui avait aussi, franchement, qui avait fait fureur, etc. Et en fait, j'essaie vraiment d'apporter ces pièces-là, d'y mettre tout mon cœur, de vraiment mettre tout mon cœur, toute mon âme, et de me démarquer. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait que, alhamdoulilah, en 1 an, j'ai réussi à être où je suis. Je suis nulle part, hein, mais j'ai réussi à remonter, à gravir quelques échelons, et j'espère que ça continuera. Mais vraiment, la qualité des produits fournis et le service client aussi, vraiment le service client, je trouve que c'est primordial dans le domaine dans lequel nous, on est. Vraiment. Tu peux fournir un produit de qualité, mais si ton service client il est merdique, la personne n'aura pas forcément envie de revenir vers toi. Pourtant, tu as fait une tenue 10 sur 10, quoi. Donc, voilà. C'est ce que je pense actuellement. Merci à toi pour ton intervention. On va donner la parole. Alors moi, pour ma part, d'où m'est venue l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était pendant le Covid, le confinement, on était enfermés, on ne pouvait pas trop sortir et tout naturellement, en fait, j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux les petits aménagements que je faisais, c'est-à-dire acheter quelques accessoires, changer la disposition de certains meubles et tout naturellement, ça a suscité, on va dire, des retours, des avis, des conseils. Et c'est là que je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à creuser, mais sans plus. Après, c'est vrai que j'ai eu plusieurs casquettes. J'ai été graphiste, webmaster. J'ai lancé aussi des activités de vente de prêt-à-porter aussi. Mais voilà, c'est vrai que j'ai fait ces plusieurs activités-là, mais il y avait toujours une date de fin. C'est-à-dire que je faisais un certain temps et au bout d'1 an, 2 ans, enfin, je ne trouvais plus cette émotion-là que j'avais au début et donc je passais à autre chose. Mais c'est vrai que j'avais toujours la décoration intérieure dans ma tête, dans un coin de ma tête.
Et c'est là où, quand j'ai vu qu'une sœur de la communauté aussi s'était lancée en tant qu'architecte d'intérieur, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser. Je me suis renseignée, j'ai fait les formations qu'il y avait à faire, et c'est tout naturellement que j'ai fini par comprendre et savoir que c'était vraiment un milieu qui m'intéressait, un milieu dans lequel je souhaitais exceller. Et c'est de là qu'est né Kena Intérieur. Au fur et à mesure des années, pareil, je me suis formée, je me suis perfectionnée. Et c'est vrai que je ne dirais pas que c'est une difficulté, mais ce qu'on peut rencontrer dans le métier, en fait, il faut avoir sa touche, sa signature. Ce qui va faire que, bon, on a une panel de décorateurs, on a une panel d'architectes d'intérieur, mais ce qui va faire que le client va venir vers toi, c'est ta touche personnelle, ta signature. Il existe une vaste de styles de décoration, à toi d'amener ta touche, à toi d'exceller exactement dans ce style de décoration intérieure pour pouvoir, voilà quoi, pour pouvoir exceller. Alors moi, c'est le style japandi, minimaliste et sophistiqué. C'est un mélange des trois. C'est un mélange des trois. Et c'est vrai que, par exemple, quand je fais mes designs intérieurs, que ce soit ici en France ou en Guinée, on arrive à me reconnaître par rapport à ma touche personnelle que j'ajoute toujours sur chaque projet. Voilà. Très bien. Merci à toi. Merci. Alors, côté entrepreneuriat, je reviens un peu dans le passé. Moi, j'ai fait une école de commerce. Actuellement, je travaille sur des projets un peu informatiques. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que le fondateur de cette marque m'a demandé d'être là aujourd'hui pour aussi un peu parler un peu plus de sa marque. Donc moi, côté entrepreneuriat, c'est pas forcément quelque chose que je connais, mais j'ai grandi autour de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Pour l'anecdote, je connais mademoiselle qui est à côté de moi depuis X années. Monsieur en bleu, pareil, Baba, je le connais. Pourquoi? Par rapport à le fait qu'il a confectionné ma tenue de mariage. Donc je connais énormément de personnes qui sont dans ça, qui sont dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je pense que c'est normal de ma part d'aider aussi le responsable de cette marque, faire en sorte que je sois là pour l'aider à communiquer sur sa marque. Aujourd'hui, nous, le défi principal va être en Guinée la main-d'œuvre. Quand je dis ça va être le défi principal, c'est essayer de trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir travailler avec nous et pas pour nous, parce que je trouve que c'est pas forcément une bonne chose de dire que tu travailles pour moi. Je préfère qu'on se dise qu'on travaille ensemble, d'où l'idée toujours de famille. Donc, essayer de leur montrer comment les rouages de la vente de parfums fonctionnent, quelle tenue il faut, comment dire, apporter quand est-ce qu'on vend, quand on parle du parfum, parce que, encore une fois, le parfum, je pense, c'est quelque chose de niche. C'est pas comme si je disais que j'allais vendre, je sais pas, une banane. Non, le parfum, c'est un univers qui est autour. Il faut que les personnes qui s'associent à cet univers-là sachent de quoi elles parlent et sachent le vendre. Parce qu'on sait que le parfum, c'est l'odeur, mais c'est tout ce qu'il y a autour, on va dire le côté féerique, qui marque les personnes. Encore une fois, par rapport à l'entrepreneuriat, je pense qu'aujourd'hui, nous, jeunes de la diaspora, ça peut être, je pense, une porte de sortie pour énormément de personnes, parce que beaucoup de personnes vont se dire « Ah, c'est compliqué de travailler là, on ne me donne pas forcément la chance de réussir. » Alors qu'aujourd'hui, si tu deviens entrepreneur, tu es ton propre patron, tu as, je pense, plus de facilité à faire ce que tu as envie de faire, mais bien sûr toujours dans la rigueur, parce que pendant tout le long de cet échange, il y a plusieurs mots qui sont revenus, rigueur, travail sur soi-même, être quelqu'un de très carré, de très pro, le client est roi. Oui, tout sur ces points-là, je suis complètement d'accord. Donc il faut vraiment, je pense, selon moi et selon notre responsable, toujours essayer d'aller vers l'avant, ne pas forcément se braquer au moindre échec, parce que pour l'anecdote, il faut savoir que le fondateur de cette marque-là a été un touche-à-tout. Il a vraiment été partout où il pouvait. Et aujourd'hui, je pense que ce projet-là, aujourd'hui, va lui permettre, je pense, de s'asseoir sur quelque chose de très, très, très périn, parce qu'il a encore d'autres idées en tête, en espérant que l'idée première, qui est le parfum, puisse l'ouvrir d'autres portes sur ses idées futures. Merci à toi pour ton intervention. Et alors, aujourd'hui, on a eu l'opportunité et l'occasion de tous vous avoir ici en tant que sponsor. On vous en remercie énormément. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir sponsorisé. Merci de contribuer à la cause pour permettre que le tournoi DSS de cette année soit encore un succès pour les deux associations donc, qui vont être représentées surtout.
pour la construction de l'orphelinat et aussi pour la mosquée de Touba. On espère vous voir nombreux et nombreuses le 13 juillet au stade Jean-Bouin à Gagny. Ça va être une journée exceptionnelle. Et on espère aussi que toutes ces interventions, donc des acteurs de l'entrepreneuriat, de la diaspora guinéenne, vous a inspiré et vous donnera à vous aussi l'envie de réaliser vos objectifs, de réaliser vos rêves et d'aller chercher cette liberté financière que vous pouvez trouver dans l'entrepreneuriat grâce à tous ces témoignages inspirants. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé et puis on se dit rendez-vous le 13 juillet pour la victoire de Mignon Roulé. À bientôt.